Nous nous retrouvons pour un moment de partage, bien sûr, autour, cette fois-ci, de notre curé, celui qui a régné en maître sur la paroisse de Sanary pendant 30 ans. Alors, c'est un moment particulier en soi, mais c'est aussi très particulier puisqu'on a le privilège, la chance et l'honneur d'accueillir la famille du chanoine Galli, qui est venu donc de l'Italie pour partager ce moment avec vous. Donc on va vous saluer en vous applaudissant. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais dire aussi que nous avions, lorsqu'on a retrouvé ce film, ce qui n'a pas été simple, de l'homme à l'hispano, ça a été très, oui, de Duvier, mais ça a été très compliqué parce que d'abord, il y avait plusieurs films qui portaient le même nom. Finalement, nous l'avons retrouvé. Il a fallu le faire restaurer aux frais de la ville et obtenir les autorisations pour pouvoir le projeter, ce qui finalement n'a pas été le plus compliqué. Et donc, nous l'avons projeté déjà à 2 reprises et lorsque nous l'avons projeté pour la première fois, la famille de Georges Galli était déjà venue à Sanary nous accompagner et découvrir l'acteur. Et aussi, mesdames, le bel homme qu'il était. Alors, autre moment important, aujourd'hui, vous pourrez découvrir la bibliothèque que nous avons faite en sortant d'ici à gauche. C'était les livres qui appartenaient au chanoine Georges Galli. Et surtout, vous pourrez découvrir et vous faire dédicacer le livre d'Yves Stalloni, De l'écran à l'hôtel. Donc voilà, c'est un livre qui est tout chaud encore, qui vient de sortir. Je suis presque arrivé à la fin. Je dis ça à M. Stalloni, ce qui pour moi est un exploit parce que je ne lis pas beaucoup. Et merci. Oui, il est là, je ne vous voyais plus. Merci, parce que finalement, beaucoup de monde parle de Georges Galli sans vraiment le connaître. Moi, je l'ai aperçu une fois. Je ne vous dirai pas dans quelles conditions, mais je l'ai aperçu une seule fois, j'étais jeune adolescent. Certains l'ont très bien connu, je pense à la famille Brondi par exemple, et bien d'autres bien sûr, la famille Serrano et d'autres. Mais on en parle beaucoup, on ne sait pas tout. D'ailleurs, j'ai vu que vous-même n'aviez pas tout découvert, parce qu'il reste aussi une part de mystère dans cette vie. Donc merci d'avoir pris du temps, de l'énergie, et de nous offrir avec talent cette belle histoire romancée, certes, de Georges Galli. Voilà, donc je vais laisser la parole à Patricia. Merci à vous d'être venus de si loin. Avant, où sont les livres? Ils sont dans l'entrée. Non, mais je vais... Attendez, il y a 2 sortes de livres. Il y a ceux que je vais offrir à la famille, et ensuite vous pourrez vous faire aussi dédicacer votre livre par Yves Stalloni dès qu'il aura fini sa présentation du livre tout à l'heure. Alors, ils sont où mes livres? Amandine est allée les chercher. Amandine. Amandine, c'est notre archiviste en chef. Personnage important parce que... Voilà. Mais je vous laisserai le dire... Certains parlent parfaitement le français, d'autres un peu moins. Ce sera une occasion de travailler. Vous voyez qu'ils sont venus nombreux, hein? Merci, monsieur Picano, pour votre dévouement. Je tiens à préciser que monsieur Picano consacre énormément de temps et d'énergie dans différentes activités culturelles à Sanary. Il le fait avec beaucoup de compétences, beaucoup de talent et avec
très très grande gentillesse et bien entendu tout à fait bénévolement. Alors merci, et puis merci à vous toutes, merci à vous tous. Je laisse la parole à Patricia. Merci Monsieur le maire, et c'est vrai, c'est bien de souligner effectivement le rôle important de Jean Picano dans la vie culturelle de Sanary et aussi dans la découverte de son patrimoine. Alors aujourd'hui, le Centre d'études et de recherche patrimoine sanarien a décidé de mettre à l'honneur, à l'occasion justement de la sortie du livre d'Yves Stalloni, un personnage de premier plan et qui appartient au patrimoine de Sanary, c'est l'abbé Galli. On a tous, vous pouvez applaudir, parce que effectivement, nous partageons tous votre enthousiasme. L'abbé Galli, donc Yves Stalloni, cet été a fait revivre Michel Pacha, qui était un homme important aussi pour Sanary, et dont on avait connu la vie aventureuse. Et je pourrais dire que Georges Galli aussi a eu une vie qui est digne d'un roman. C'est un beau personnage aussi, c'est une belle personne, un beau personnage aussi de roman. Pour mesurer, si vous voulez, l'impact qu'avait Georges Galli sur la ville de Sanary, combien il fait partie intégrante de notre patrimoine, c'est que depuis que nous avons publié la mention de cet événement, parce qu'aujourd'hui c'est un événement, un site, alors les sites sont très relayés, notamment sur Facebook, sur les réseaux sociaux, où nous sommes présents, et il y a un site qui s'appelle Vos souvenirs de Sanary, qui est tenu par des Sanariens, et chacun publie sa photo. Et voilà que depuis une semaine, donc ce site, chacun y va de sa publication, de sa photo, sa mère, sa grand-mère, son cousin, etc., qui ont été mariés, baptisés par l'abbé Galli, des tas de souvenirs. J'en aurai peut-être au coin d'une petite épicerie de rue de la Prud'homie, avec l'épicerie du coin, avec le boulanger, etc. Et pour que le patrimoine et pour que Georges Galli vive longtemps dans nos mémoires et dans nos cœurs, je demanderai aux personnes qui sont possesseurs, détentrices de toutes ces belles photos, de bien vouloir nous contacter en mairie. Nous en ferons le meilleur usage, c'est-à-dire simplement nous les numériserons pour pouvoir justement garder vivant ce patrimoine. Parce que l'abbé Galli a investi chacune de nos vies, il est une personne particulière pour chacun des Sanariens, et c'est cela qu'il faut que nous conservions comme image. Et une autre image, donc, c'est celle que va nous faire revivre son film lorsqu'il était acteur dans sa première vie. Et là, je vais demander à Jean Picano de bien vouloir présenter ce film. Semplicemente quelques paroles pour nos amis italiens et pour nous tous aussi, pour dire que le Centre d'études et de recherche du patrimoine sanarien a été fondé cette année grâce al Sindaco, et que c'est la première fois que nous nous exprimons en public pour quelque chose qui est quand même considérable, aussi bien M. le maire que sa première adjointe, Mme Patricia Aubert, viennent de le dire. Le patrimoine, ce n'est pas simplement des choses matérielles. Il y a aussi un patrimoine immatériel. Et donc, nous sommes saisis, à l'occasion de la sortie du livre de Yves Stalloni, second livre sur Sanary, nous sommes saisis de cette parution, de cette occasion pour vous rassembler et vous offrir cette soirée, cet après-midi, qui sera, me semble-t-il, très riche, parce que vous allez vous-même y participer dans un moment. Nous allons maintenant passer à ce qui est absolument essentiel, c'est-à-dire le patrimoine sanarien. Et le patrimoine sanarien, aujourd'hui, est représenté par un livre remarquable d'Yves Stalloni. Ce n'est pas le premier qu'il fait, c'est le second pour Sanary, mais il y a eu d'autres productions extrêmement nombreuses et toutes de qualité qui ont fait sa réputation. Je vais donc l'appeler pour venir près de moi, s'il vous plaît,
Yves, si tu veux bien venir. Le livre que tu as écrit, ce livre sur Sanary, est-ce que je peux te demander de nous dire, non pas ce qu'il contient, parce que nous ne sommes pas sots, nous avons laissé découvrir à tes lecteurs l'intérêt de tout ce que tu as écrit, tout ce que tu as produit, mais la question que tout le monde se pose, c'est quand as-tu commencé à avoir l'idée de parler du chanoine Gali? Alors, avant de te répondre, mon cher Jean, je voudrais adresser un remerciement à Monsieur le maire qui est là-bas, qui se cache dans un coin, mais comme il est grand, on le voit quand même. Merci Monsieur le maire de votre accueil et de votre aide aussi pour cette aventure. Merci à Patricia, merci à Eliane, merci à Amandine. Et un caloroso ringraziamento a tutti amici italiani, ai cugini di Don Giorgio, che mi hanno ricevuto a Stresa, a Vezzo, a Gignese, a tutti questi posti che parlano di Don Giorgio. Grazie a tutti e grazie di aver fatto quel lungo viaggio per essere oggi con noi. Grazie. Alors, l'aventure Gali, mon cher Jean, pour répondre à cette question, est un enchaînement quasi logique sur l'aventure Michel Pacha. Michel Pacha, je suis venu à Michel Pacha à cause de Michel, mon épouse, qui a été en quelque sorte liée à son aventure. Et à partir de là, je suis venu à Sanary plusieurs fois. J'ai rencontré le maire, des personnalités, Amandine Alivon, qui m'a ouvert les archives. Bref, il y a eu tout un travail et une imprégnation. Il y a eu l'Église, l'Église qui est liée à l'aventure de Marius Michel, puisqu'il a fait détruire l'ancienne, il a fait construire la nouvelle. Il y a eu d'autres lieux, il y a eu aussi l'attachement à la religion, parce que Marius Michel a eu cette aventure. Il y a eu le cimetière où il est enterré, le cimetière de Sanary, qui est un endroit de recueillement, où on aime à se promener et où il y a beaucoup d'émotions. Et à partir de là, eh bien, je me suis imprégné de la culture de cette ville, qui est presque devenue la mienne, mais je ne suis pas citoyen de Sanary, mais je vous promets de faire des efforts pour essayer de le devenir. En prenant donc la mesure des personnages, je ne pouvais pas éviter le chanoine Gali, d'autant qu'un certain nombre de manifestations se passent dans un lieu qui porte son nom. Ce lieu que je n'ai pas attendu Michel Pacha pour le connaître. Ce lieu remonte à loin et tous les Varois le connaissent parce que c'est un lieu important dans la vie culturelle locale. Donc tout ça m'a amené à m'intéresser aux personnages et à commencer une aventure qui était une aventure d'écriture. Parce que autant qu'une enquête d'identité, il y a une volonté de traduire les choses par les mots. Et tu es bien placé pour le savoir, toi aussi tu as produit des livres, donc nous sommes dans la même galère, toi et moi. Voilà une première question qui a été résolue. On sait à peu près, mais pas de façon très datée, le moment où il a commencé à prendre sa plume et à écrire ce livre tout à fait étonnant à cause d'abord du titre, mais pour le titre j'y reviendrai tout de suite après. La deuxième question que je vais lui poser, et bien sûr vous savez que c'est un exercice collectif et je vous ai promis de vous associer à ces questions. Une deuxième question pour moi. Comment se fait-il, d'abord, est-ce que tu pourrais me montrer, je ne le connais pas, Nathalie, nous avons parlé ensemble. Ah, Nathalie. Voilà, Nathalie. Bonjour. Que tu as rencontré très jeune, adolescent toi-même. C'est ça, je l'ai vu tout petit. Nathalie est venue passer un an à Sanary, oui. L'année de tes 14 ans, 13 ans, 13-14 ans. Voilà, alors donc Nathalie, ça veut dire Petit Noël. Vous le lirez dans le livre de Petit, oui, d'accord. Mais Natal, on dire Noël. D'accord. Donc le Petit Noël. Petit pour le chanoine, pour l'abbé Gali, qui vous recevait. Et toute cette famille qui a eu la gentillesse de venir,
ce n'est pas tout à fait la première fois qu'elle vient à Sanary. Elle était venue, cette famille, du moins en partie, au moment où elle a reconnu quand même que elle s'est aperçue qu'il y avait à Sanary quelqu'un qui était des leurs. Donc ceci est raconté dans ton livre, je n'en dis pas plus. Hein. Et là, cette fois-ci, 11 personnes, 11 personnes sont venues d'Italie pour parler de cet homme remarquable que fut l'abbé Galli, que j'ai eu l'honneur de rencontrer, j'ai pu voir, je me suis renseigné, bien sûr, à l'époque et encore maintenant, sur ceux qui ont des souvenirs sur l'abbé Galli, et je les ai consignés, bien sûr, par écrit. Je voudrais dire que, comment se fait-il que cette famille soit si fidèle à quelqu'un qui, finalement, a été plus que discret dans sa jeunesse? C'est cette famille qui est venue vers lui, moins peut-être lui vers eux. Comment expliquer cela, s'il te plaît? La réponse ne m'appartient pas, elle appartiendrait à Nathaline, Gabrielle, Maria-Christine, à Luciana, enfin tous ses parents qui sont amis. Je crois que Galli lui-même a dit à un moment qu'il voulait tourner la page. Galli a été un homme un peu déchiré, un homme dont l'unité intérieure a eu du mal à se construire, à se faire, parce qu'il s'est orienté ici et là dans des voies de traverse qui n'étaient pas son destin. Vous voyez, à un moment, il y a destin, fatalité. Ce sont des mots d'époque. Ce n'était pas son destin. Son destin était peut-être de faire de la littérature, mais ses parents ont voulu qu'il soit avocat. Son destin était peut-être de retourner à ses racines italiennes, mais ses parents avaient immigré en France et vivaient à Nice, et bon, il fallait adopter une nouvelle nationalité. Son destin n'était surtout pas de faire du cinéma, puisque, bon, si vous connaissez le parcours, et si vous ne le connaissez pas, vous le découvrirez peut-être, vous verrez que tout cela est un concours de circonstances totalement imprévisible et fortuit. Tout cela fait que le personnage est hésitant. Alors ceux qui l'ont connu à Sanary sur la fin vont hurler en disant « mais non, c'était un homme sûr de lui, qui fonçait, dynamique, actif, parfois un peu violent et colérique ». Tout ça est sans doute vrai du bon curé de Sanary, mais dans son itinéraire personnel, il y a eu des moments de recherche, d'hésitation, et il pensait qu'il ferait sa reconstruction tout seul. On ne fait jamais une reconstruction tout seul, y compris quand on a un malheur, un deuil. Je pense à vous, Marissa. La reconstruction, ça se fait avec les autres, avec la famille. Donc, il a pensé qu'il ferait son itinéraire. Il a traversé des épreuves difficiles, les épreuves du monastère, du couvent, celle d'être accepté par la famille de l'Église, qui voyait d'un mauvais œil ce personnage un petit peu turbulent et incertain. Donc il a essayé de construire, et donc il pensait que sa famille lointaine, puisque sa famille proche était mort, il avait un frère aîné qui est mort quand il était très jeune, ses parents évidemment ont naturellement disparu avant lui, et donc sa famille lointaine italienne, à laquelle il est toujours resté très attaché, cette famille lointaine, il pensait qu'il en avait fait le deuil, l'économie, et qu'il n'avait plus de lien. Jusqu'au jour où deux d'entre elles sont venues à Sanary pour essayer de renouer. Et là, sans doute que dans la construction du personnage, ça a pu aider. Ça a pu aider. Enfin, le but de ce livre, c'est pas tellement de raconter des anecdotes. Le but de ce livre, c'est de montrer comment une personnalité se construit. Une personnalité dans sa diversité, dans ses oppositions, dans ses contrastes, dans sa dualité. Et c'est tout ça, le personnage. Eh bien, cette personnalité a commencé à se construire, il s'est rapproché, il s'est réconcilié avec lui-même, et sur la fin de sa vie, il n'hésitait pas à revenir sur son passé d'acteur, avec de la distance, du détachement, de l'humour. Un jour, un journaliste vient lui demander « mais votre vie est une histoire digne du cinéma que vous avez quitté ». Et il lui répond, je cite de mémoire, il lui répond « mais si un producteur américain, suivez-moi, voulait tourner un film sur moi, je serais d'accord à condition que les droits soient importants. » Alors, vous avez bien compris que les droits en question, c'était pour ce lieu, pour bâtir la fameuse Cité de la Jeunesse,
Mais ça prouve quand même qu'il avait compris qu'il ne pouvait pas gommer une partie de sa vie. On ne peut pas rayer d'un trait une partie de son existence, et sur la fin de sa vie, il était complètement réconcilié avec lui-même, et la famille italienne, et encore mes remerciements à ceux qui ont fait le voyage et le déplacement, et qui ont gardé si fort l'image, quand je suis allé avec mon épouse Michel, quand je suis allé sur les bords du lac Majeur, et si parmi vous des gens ne sont pas allés, je vous conseille de faire tout à fait cessante le voyage, parce que c'est quand même un endroit assez délicieux. Sanary, c'est très beau, nous le savons, mais les bords du lac Majeur, c'est pas mal aussi. Donc quand je suis arrivé sur place, moi je suis allé sonner à la porte, je suis allé demander, j'y suis allé avec beaucoup de prudence et de timidité, et toute cette famille, à partir du moment où j'ai parlé de Don Giorgio, à l'époque je disais la Bégalie, maintenant je dis Don Giorgio, quand j'ai parlé de Don Giorgio, pour eux c'était un ravissement, une ouverture, on m'a ouvert les tables, on m'a ouvert ses bras, on a créé une vraie amitié, et donc c'est là que je les remercie, et c'est là que on voit cette importance de la famille, peut-être parce que son destin a été de ne pas créer une famille, de ne pas fonder une famille. Mais on peut dire que les Sanariens étaient un peu sa vraie famille, hein. Je ne crois pas. Je ne sais pas si j'ai réellement répondu à ta question. Mais... Écoute, oui, je vais m'en contenter pour le moment, mais il faudra que notre public aille plus avant, parce que vous voyez que j'arrive difficilement à obtenir des réponses claires à des questions qui pourtant sont très faciles. Mais je vais une ultima question. Une dernière question pour moi, mais ensuite, bien sûr, la parole est à vous et les micros iront chercher votre parole. Je voudrais en venir au titre du roman de Yves Stalloni. Alors, le titre, c'est « De l'écran à l'hôtel ». Et sur le moment, je me suis dit, bon ben voilà qui est bien fait, d'autant plus que vous verrez que ce titre-là est un titre un peu emprunté, je crois, à la prose de la Bégalie. Donc j'ai dit, voilà, je suis très content pour le titre, ça me convainc d'une bonne qualité de réflexion qui va se faire à la lecture du livre. Et je voudrais vous dire également quand même que la question essentielle dans ce titre et dans ce livre, puisque Yves Stalloni vient de parler du fond, de la reconstruction de ce personnage, je voudrais vous rappeler que dans les années 29, Georges Duhamel, qui lui n'est pas allé à l'hôtel, qui était quand même un grand écrivain, avait dit cette phrase: le cinéma américain est un divertissement d'ilotes, et ilotes ça veut dire des esclaves. Et je pense que, ayant vu le film, comme nous l'avons vu maintenant, et réfléchissant dans le texte, grâce au texte d'Yves Stalloni, je pense qu'il y a une question à laquelle il ne veut pas répondre dans le livre, mais qui trotte dans notre tête. Effectivement, ce cinéma-là a probablement été le début d'un dégoût du cinéma pour la Bégalie. Voilà, donc la question reste posée, et je ne sais pas si notre ami va accepter d'y répondre. Non, la réponse est dans la question, Jean, tu t'en doutes. Effectivement, vous l'avez vu, et c'était intéressant, hein, les petits panneaux que nous avions, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, il fallait les économiser, mais il y a cette insistance qui est faite sur l'idée de luxe, l'idée d'opulence, l'idée de gaspillage. Nous sommes dans un monde de paillettes, dans un monde d'artifice, dans un monde complètement en marche de la réalité. Bon, nous sommes avant la crise de 29, nous sommes après la guerre de 14, dans ce moment de suspension historique où on croit que les nuages sont dissipés, que plus rien ne se passera, et où on s'étourdit. C'est ce qu'on appellera les années folles. Et nous avons là l'exemplaire, vous avez vu la musique, encore merci à notre pianiste, la musique, le charleston, la pelote basque, les voitures, les bijoux des femmes. Donc tout cela, c'est l'ostentation, tout cela, c'est la richesse étalée au grand jour.
Et il est évident que pour un homme qui est, sans être d'origine pauvre, mais d'origine tout à fait de classe moyenne, pour un homme qui a sans doute des valeurs, pour un homme qui a sans doute de la profondeur personnelle, il arrive un moment où on se dit, mais n'est-ce pas là une erreur, n'est-ce pas là une fausse route, n'est-ce pas là une piste qui ne correspond pas à la vérité du monde? Alors je peux dire que depuis le monde a changé, d'abord parce que la différence entre les richesses ne sont plus aussi grandes, et puis l'étalage des richesses est beaucoup plus mal vu, donc les riches se font plus discrets, donc on peut dire ça, et puis aujourd'hui Biarritz est ouvert à tout le monde, comme ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc c'est plus vrai aujourd'hui, et ça c'est un trait d'histoire, c'est un trait historique. On le voit très bien en lisant le roman de Pierre Frondet, un roman assez médiocre, mais enfin bon, c'est un roman d'époque, là aussi, le film lui-même a des facilités, même s'il y a aussi des richesses de cinématographe. Donc oui, c'est lié à cet élément. Peut-être que s'il avait tourné Les Misérables, vous voyez ce que je veux dire, s'il avait joué Jean Valjean, il n'aurait pas eu cette espèce de dégoût dont tu parles. Bon, mais il n'avait pas le physique pour Jean Valjean, il avait un physique de Jeune Ier, de French Mary, comme disent les Anglais. C'est pas pour rien que l'Angleterre l'a attiré. Il a tourné sur les 6 films qu'il a tournés, il en a tourné 4 en Angleterre. Donc il y a eu cet élément, et tout d'un coup, on se réveille un matin, enfin comment? Bon, dans son cas, le réveil est lié à un événement personnel, mais peut-être cet événement personnel, nous pouvons l'avoir, nous aussi, un choc, une maladie, une blessure, et à partir de cet événement personnel, il s'est dit, il faut que je sois un autre. J'ai tourné la page, c'est pas ça. La vraie vie n'est pas là, la vraie vie c'est autre chose. Et dans son cas, il est allé à l'extrême opposé. C'est-à-dire lui qui recevait tout, il a pensé qu'il fallait tout donner. Et on peut lui reprocher beaucoup de choses, et je sais que les scénariens parfois étaient assez sévères, mais on ne peut sûrement pas lui reprocher de ne pas avoir été généreux. La générosité, peut-être un peu excessive, exagérée, était un de ses traits de caractère dominants. Merci Amandine. La générosité qui faisait qu'il a dépensé beaucoup d'énergie et un peu de ses deniers personnels pour pouvoir construire ce lieu, qui n'était pas tout à fait comme celui-là, mais enfin, bon, qui était à l'origine. Généreux aussi parce qu'il donnait beaucoup, il a eu donné, et j'ai recueilli des anecdotes, y compris de nos amis italiens, des anecdotes de cadeaux qu'il leur avait promis et qu'il avait donné à un autre, parce qu'il y avait un indigent dans la ville, il y avait un vieux monsieur qui n'avait rien, et bon, c'était bien qu'il reçoive un pull vert. Donc cette générosité, c'est l'antinomie de ce que nous avons vu tout à l'heure, qui est l'économie, et qui est jouée par le mari, Lord Orwell. Bon, honnêtement, la charge est un peu épaisse. Hein. C'est vrai que c'est le méchant, mais alors, bon, si on n'a pas compris. Donc oui, il a tout ce qu'il ne faut pas. Bon, encore que le personnage de George de Walter, dans le film, vous avez remarqué que lui commence à connaître une phase d'incertitude, puisqu'il commence à tourner la page. Donc finalement, il y a presque un effet d'abîme, de mise en abîme. Ce qui se passe dans le roman puis dans le film, c'est un peu une tentative de changement de vie. Le changement de vie, George de Walter ne pourra pas le faire. Si vous ne connaissez pas la fin du film ou la fin du livre, je ne vous dis pas comment il finit. Pas bien, vous vous en doutez. Encore que non, on aurait pu penser à une happy end. Eh bien, Georges Galli, lui, n'a pas choisi de se donner volontairement la mort, bien que peut-être il ait été effleuré, mais il a choisi une illumination personnelle. Et il a choisi de faire don de lui aux autres. Il faut être très respectueux de ce choix. C'est un choix très difficile. Bon, personnellement, je ne partagerai pas, je ne serais pas capable de faire une chose pareille. Hein. Tout donner aux autres, eh bien c'est son cas. Et cette histoire, l'histoire du film, et c'est pour ça que je pense que vous ne l'aurez pas simplement vu comme un divertissement daté, ce qu'il est, mais vous l'aurez vu sans doute comme une mise en direction, un préambule à la compréhension du personnage. Et je remercie la mairie de Sanary et M. le maire en particulier d'avoir consenti à le projeter, parce que, bon, je sais que ça suppose une organisation, ça suppose un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas simplement une façon de faire plaisir aux administrés de Sanary, c'est une façon de mettre en perspective ce personnage absolument essentiel. Je vous remercie dit, hein, Jean.
Mesdames et messieurs, cari amici, maintenant vient le moment où vous prenez la parole et où vous interrogez directement l'auteur du livre que vous allez avoir en main dans quelques minutes. Il y a dans la salle des gens que j'ai rencontrés et qui m'ont aidé, conseillé, orienté. Donc je les remercie collectivement et je peux les remercier aussi individuellement. Donc ceux-là, s'ils veulent prendre la parole, ou d'autres, bien entendu. Alors, le micro circule, ou les micros circulent, pour poser des questions. Allez, ici. Oui, si ça marche, excusez-moi, j'ai la voix cassée. Ce qui m'a frappé dans le livre, c'est pas finalement trop la première rupture de l'écran vers la religion. Parce qu'on connaît beaucoup de gens à qui c'est arrivé. Je pense à Charles de Foucault, des gens comme ça, qui menaient une certaine vie, qui ont eu une révélation, qui se sont entrés comme prêtres. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la deuxième rupture. C'est-à-dire au moment, après la guerre, où il a été impliqué à Paris, où il finit par prêcher à Notre-Dame. Et là, il choisit de venir dans le Var et de venir dans une petite ville, enfin il passe par d'autres villes. Moi, c'est cette deuxième rupture qui m'a le plus étonné. Bon, alors je constate, cher monsieur, que vous avez lu le livre. Je vous en remercie, et vous l'avez bien lu. Je crois que c'est pas tellement répandu, parce que le livre est tout frais, tout chaud. Ce que vous dites est intéressant, parce que, après tout, il aurait pu prendre sa revanche sur le cinéma abandonné par une carrière épiscopale. Il a une dimension de cardinal, il aurait pu être évêque, appelé auprès du pape, je ne sais pas. Il avait des qualités d'éloquence, et notamment quand il prêche l'Avent à Notre-Dame, hein, le jour de la libération de Paris, c'est à lui qu'on fait appel. Donc c'est un personnage qui a été remarqué. Et même s'il y a parmi ses supérieurs des gens qui se méfient un peu de lui, il y a aussi des gens qui ont vu qu'on avait affaire à un homme d'exception. Et il abandonne cette dimension pour aller être un pasteur. Et quand je dis le mot pasteur, vous comprenez bien que c'était pour mener les moutons, pour mener ce troupeau de fidèles. Mais en même temps, j'ai envie de rectifier un peu ce que vous dites, parce que s'il y a une rupture pour éviter la grande gloire, et notamment la gloire religieuse, il n'a pas abandonné le désir de paraître et le désir d'être remarqué. C'est un homme qui aime la lumière. Je ne veux pas faire un pont avec Michel Pacha, le porteur de lumière, c'est le titre du film, de ma troisième partie, et du film de Guy Fournier. Il aime la lumière. Je dis à un moment, quand il est figurant et qu'il va devenir acteur, il est un homme qui recevait la lumière. Bon, je crois que au cinéma, c'est ça. Il y a des acteurs qui peuvent traverser l'écran, on ne les voit pas. Lui, vous avez vu, hein, on le voit, il attire la lumière. Eh bien, il a attiré la lumière. Quand il est venu à Sanary, il a accepté, et il se présentait comme un bon curé de campagne. Bon, Sanary, c'est quand même pas la campagne, vous êtes bien d'accord. À la rigueur, un bon curé de bord de mer ou de Côte d'Azur, pourquoi? Bon, il s'appelait un bon curé de campagne, sans doute qu'il faisait peut-être un peu référence à Bernanos, mais en même temps, il tenait à montrer sa singularité. C'était pas le prêtre commun. Oui, j'utilise mal le micro. En fait, il a été réglé pour vous, monsieur le maire. Alors, vous voyez, c'est pour ça. Voilà. Donc, il y a eu quand même, de sa part, une manière de montrer ses capacités et ses talents. Mais c'est aussi parce qu'il n'avait plus rien à prouver. Comme il avait tout eu, et comme il aurait pu devenir une grande célébrité, enfin une star, hein, il a rencontré, vous connaissez, il a rencontré tous les grands, Marie Marquet, Jean Gabin, Albert Préjean, enfin les grands acteurs de cette époque. Il aurait pu faire leur carrière, donc il n'avait rien à prouver de ce côté, mais il avait quand même à défendre sa personnalité. Et c'est peut-être aussi dans ces incertitudes ou dans ces contradictions qu'il est intéressant. Merci en tout cas de votre question, monsieur. D'autres questions? Le micro circule, pour qui le veut. Et ça peut être aussi des remarques ou des observations. Madame. Oui, j'apprends qu'il n'a pas fait seulement ce film, L'homme à l'Hispano, il en a fait donc 4 autres.
Est-ce qu'il y avait la même critique sociale ou est-ce que c'était tout à fait différent? Est-ce que c'était avant L'Homme et l'Hispano? Non, L'Homme et l'Hispano était le premier de la série et c'est ce film qui l'a lancé. Alors, tu verras, Monette, sur ce panneau, il y a la bibliographie, la liste des films, hein, qui sont exactement 6. J'ai cité 4 qui ont été faits en Angleterre, qui sont la plupart d'entre eux, qui sont des nanars, des panneaux, des choses pas intéressantes. Et ça aussi, ça a contribué à son abandon du cinéma. Bon, si c'est pour être cantonné dans ses rôles, à quoi bon? Moi, je me suis intéressé au scénario, notamment le deuxième, la même année. Alors, on tournait très vite à l'époque. Hein. Vous aurez vu que en l'espace de 3 ans, il fait 6 films. Ce qui est bon. Et Julien Duvivier lui-même, il tournait à haute dose, puisque la même année où sort L'Homme et l'Hispano, il sort une adaptation de Poil de carotte. Qui finalement fait concurrence à l'autre, mais c'était comme ça, parce que les tournages se faisaient vite. Ce tournage de L'Homme à l'Hispano s'est fait à toute allure. Et vous avez vu qu'il y a peu de lieux. Bon, alors, il y a les images de Bordeaux au début, mais ce sont peut-être des images de studio. Après, beaucoup de choses se font en studio. Et puis après, il y a un seul lieu, qui est Biarritz et Bayonne. Hein. Voilà, ça se passe là. Donc, mais les films pour lesquels on a fait appel à lui n'étaient pas des films retentissants, c'était pas à Belgance, même si les réalisateurs étaient bons. Nous sommes dans une époque où le cinéma découvre qu'il n'est pas simplement un art, mais une industrie. Le cinéma, et je fais intervenir dans le roman un certain nombre de gens, dont Dulac et Vandal, qui sont les producteurs de L'Homme à l'Hispano. Et bon, je dis que ces gens-là, ils ne se préoccupaient pas tellement de la portée art et essai du film, mais simplement d'utiliser les ressources d'un comédien ou d'un scénario pour faire du business. C'était un peu ce qui se passait. Et c'est peut-être un des éléments aussi, parce que cela c'est aussi le mépris de l'argent. Personnage n'était pas un personnage d'argent. Il était d'autant moins un personnage d'argent qu'il a fait don de sa cité de la jeunesse à la ville de Sanary. Merci monsieur le maire de m'avoir photocopié le contrat, où il donne, bon, moyennant quelques conditions qui sont absolument naturelles, parce qu'il commençait à être un homme âgé, il fallait qu'il assure son avenir, après ces dernières années, mais voilà le personnage. Alors je dérive un peu par rapport à la question, hein, mais c'est en même temps, c'est aussi une manière de parler de lui. Allô, vous m'entendez là? Oui, je suis très étonné du fait que vous rattachiez finalement que vous rattachiez le film que nous venons de voir finalement à la conversion de la Bégalie, de sa conversion. Et que vous ne fassiez pas allusion finalement à Julien Duvivier lui-même, à l'époque où il faisait des films essentiellement religieux, je pense par exemple au Chemin de Golgotha, et où le cinéma français, et ça peut-être c'est pas très connu, le cinéma français était plus ou moins contrôlé par l'Église catholique. Si vous regardez certaines données sur Internet, on s'aperçoit qu'il y avait encore, jusqu'en 1936, si mes souvenirs sont bons, il y a eu un évêque qui surveillait le cinéma français. Et quand on connaît la vie de Julien Duvivier, qui lui-même a perdu la religion, premier fait. Deuxième fait, le fait que la Bégalie a choisi, peut-être d'être poussé vers les rédemptoristes. Les rédemptoristes, c'est-à-dire le sauvetage d'un pardon, d'une faute. Est-ce que sa faute, est-ce que vous avez sous-entendu tout à l'heure, c'est d'avoir tourné ce film et d'avoir montré la richesse et le luxe, et est-ce qu'il n'y aurait pas une autre faute, peut-être plus importante, plus personnelle, plus intérieure? Ça, je n'ai pas lu votre livre, je m'en excuse, Yves, je vais le lire illico. Non, moi je n'ai pas les éléments, j'ignorais même que l'Église eût pu avoir une influence ou une espèce de censure morale sur les productions cinématographiques de l'époque. Bon, ce que j'ai essayé de lire sur le cinéma de ce temps, et je dois beaucoup à mon ami Philippe Mouraine qui m'a donné un grand morceau de sa bibliographie, Dieu sait qu'il est riche en matière de livres,
ce que j'ai lu m'a pas fait apparaître ces éléments-là, et donc j'en ai pas tenu compte. Mais pourquoi pas, hein, il peut y avoir effectivement quelque chose de ce genre. Duvivier est un jeune cinéaste à l'époque, il a à peine 30 ans, et Duvivier ne choisit pas complètement ses sujets et ne les impose pas. Duvivier est décidément, hein, Duvivier est à ce moment-là, il est un exécutant. Depuis, le metteur en scène est devenu un personnage important. Il ne faut pas oublier qu'au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'homme important dans un film, c'est surtout le producteur. C'est lui, souvent, qui fait la distribution, qui choisit les rôles. Aujourd'hui, le metteur en scène, qui d'ailleurs parfois aide à la production, est devenu plus important. Et je ne pense pas que... Enfin, moi j'ai essayé de travailler, de creuser un peu Duvivier. Il ne m'a pas semblé qu'il ait eu une... Par exemple, le recrutement de Gali pour ce film, c'est pas Duvivier. C'est pas Duvivier du tout. Il n'est pas intervenu. Bon, il voulait Chapouline, hein, qui était personnage, un comédien, Mos Justine plutôt. Je confondais avec le personnage qui apparaît ici. Et Mos Justine n'a pas accepté le rôle, et en même temps, peut-être qu'il en faisait trop, il n'aurait pas été pour ce rôle. Bon, en tout cas, pour les rédemptoristes, là, je vous suis. Je pense que l'idée d'expiation, hein, qui est une idée éminemment religieuse, mais qui peut être une expiation laïque aussi, on peut se sentir porteur d'une faute ou porteur d'une erreur de parcours et avoir envie de la rectifier par une vie d'édification, une vie droite, une vie juste, hein, la via delita, comme dit Dante au début de la Divine Comédie. C'est un hommage que je rends à votre plus grand créateur. Eh bien, peut-être qu'il y a eu, dans le choix des rédemptoristes, encore qu'on ne sache pas exactement comment s'est passé ce choix, si c'est un choix par défaut, si c'est un choix lié à une parenté qu'il avait en Belgique, si c'est peut-être le hasard des circonstances. J'avoue que... Alors tout à l'heure, Jean Picano disait qu'il nous a manqué des éléments. Je vais peut-être surprendre beaucoup de gens. Il m'a manqué beaucoup plus de choses pour Georges Gali qu'il ne m'en a manqué pour Marius Michel. Marius Michel a été un homme public, maire de Sanary 2 fois et demi, décoré, reconnu, et à ce titre, il y a des traces, y compris sa carrière militaire. Hein. Donc, pour faire le film, vous en avez tenu compte et vous avez bien eu raison. Georges Gali n'a pas eu cette vie publique. Alors, il y a une vie ecclésiastique, mais il me semble que l'Église, un peu comme on le dit de l'armée, est un peu une grande muette et ne tient pas tellement à donner des éléments. Donc, il m'a manqué beaucoup de choses dans son parcours, et c'est là peut-être que j'ai glissé quelques éléments qui peuvent parfois paraître sortis de l'imagination, mais il fallait ressouder, relier les morceaux entre eux. Bon, je l'ai fait à ma manière, et je me suis j'ai ouvert un parapluie en appelant cet ouvrage roman, ce qui évidemment est pour moi une précaution préalable à toute critique ou à toute attaque. Mais j'ai un peu débordé par rapport à la question, comme toujours. Oui, je veux dire quitter l'homme du cinéma pour rejoindre le confesseur, le directeur de conscience. J'ai eu l'honneur d'être son enfant de cœur pendant bulte année de mon adolescence. Et je peux vous dire que j'ai gardé de ses confessions. Alors je vais rompre le secret pour la confession. Hein. Oui, je vais le rompre, mais c'est moi le pécheur, donc j'ai le droit. Je n'ai jamais eu d'Ave et de Pater à réciter. Chaque fois, il me disait, tu sais ce que tu as fait comme la faute, répare-la toi-même. Et je suis militaire, je pense que tout le monde le sait, et j'ai fait toute ma carrière en ne punissant jamais, mais en récompensant les bons et en disant aux mauvais, tu sais que tu as été mauvais, réconforte-toi, et je pensais à gagner. La deuxième chose, dans les dernières pages de votre ouvrage, parce que moi je l'ai lu jusqu'au bout, dans les dernières pages, vous faites une allusion à son intervention sur mes premiers émois de jeune homme. Ah, c'est vous qui me l'avez confié. Tout à fait. Je vous remercie d'avoir modifié le prénom de la jeune fille qui est encore sanarienne.
C'était le but, c'était de ne pas le mentionner. Malheureusement, oui, j'ai commis une maladresse. Non, c'est pas grave. Et qui est plus vieille que moi, donc elle est plus toute jeune, mais elle est toujours en vie. Je l'embrasse. Et comme j'étais son enfant de cœur, un jour, il me retient à la fin de la messe, et j'ai eu, je vous l'avoue, le plus bel enseignement sur ce qu'il appelait l'acte d'amour. Je n'avais que 14 ans, et je peux vous dire qu'il ne m'a pas dit que c'était pas bien de le faire, mais il m'a dit que c'était l'aboutissement de l'amour humain. Voilà, et quand on est positif, comme était Gali, nous les jeunes de cette époque, on est plusieurs dans la salle à l'avoir connu étant jeune, et bien on était derrière notre confesseur. Merci de ce témoignage. On oublie parfois qu'il était prêtre et que la mission du prêtre, c'est la miséricorde. Et je crois que, autant tout à l'heure on a parlé d'expiation pour son propre itinéraire, mais autant il y avait le pardon pour les autres, donc la miséricorde. Oui, c'est juste, général, merci de cette intervention. Je viens à Sanary depuis les années 1955. Je venais à tous les offices, enfin aux offices avec mes parents. Mes parents, moi je n'avais que 18 ans, alors je comprenais pas tout ce qu'ils voulaient dire, mais mes parents étaient subjugués par ces sermons. C'était un orateur, il était extraordinaire, et on était bouleversés par ces sermons. Et vous vous souvenez pas? Je me souviens plus du thème, mais je sais que j'admirais beaucoup. Mais la chanson, quoi. C'était la musique des mots, c'est ça? Oui, mais c'était un homme de théâtre aussi. Il faisait des sermons, il était acteur, c'était Oui, nous avons une photo qui sont dans les archives, à moins qu'elle m'ait été donnée par un Sanarien, où nous le voyons en train d'aider à répéter une jeune actrice de la Comédie Française qui venait jouer ici, qui venait jouer à Gali, et qui sans doute devait hésiter un petit peu sur la manière de dire un rôle, mais un rôle qui était un rôle léger, hein, c'était une pièce de Musset, c'était un proverbe de Musset très léger, et elle est assise, Gali est debout, et il lui explique comment dire. Donc, quand on parlait de sa théâtralité, oui, c'est ça, il n'a pas oublié peut-être ses années de cinéma, et en même temps, c'était un homme qui avait envie de séduire, et séduire par les mots, séduire par les gestes, séduire par la présence. Merci de ce témoignage, madame. Oui, les langues se délient progressivement et les souvenirs affleurent. Oui, je me permets simplement de faire quelques témoignages. Merci, non, c'est ce qui est bien. Hein. De petits témoignages, j'étais son enfant de cœur comme monsieur qui vient d'intervenir pendant de nombreuses années. Et je me retiens, c'est vrai, c'était un homme très bon, et comme vous l'avez dit, quelquefois il piquait une petite colère, disons. Voilà. Mais je me rappelle deux anecdotes, car lorsque, par exemple, j'étais enfant de chœur pour un mariage, un baptême, à Sacristie, une fois que le registre était signé, et il nous faisait signer avec le doigt, nous appelait, et nous disait, et ils ne vous ont pas oublié. Alors on disait non, ça y est, si on disait ah non, et les rappelait, leur disait n'oubliez pas les enfants de cœur. Hein. Et un autre témoignage qui nous racontait à Sacristie, il a dit moi c'était très dur, pourquoi quand j'étais au séminaire, je me levais à 5h du matin et dans mon autre lit, c'était l'heure où je me couchais. Voilà, c'était deux petits témoignages que je voulais vous dire. Moi, je suis arrivée à Sanary à 14 ans, donc en 1958. Donc j'ai aussi assisté à beaucoup de cérémonies, enfin tout du moins de messes de l'abbé Gali. Il y a des choses qui vont frapper. La première, c'est qu'il était très axé sur la charité. Il savait très bien à quel public, à l'époque, il s'adressait. Et donc, il passait pendant les messes avec un filet à papillon, en disant « charité, 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 charité », et il nous regardait en disant « si vous ne donniez pas suffisamment, on avait un petit truc ». Alors la deuxième chose dont je me rappelle, c'est évidemment le début de cette Cité de la Jeunesse,
qui était au départ une salle de basket, avec donc 2 filets de basket de chaque côté, et qui était en somme faite pour que les jeunes aient quelque chose à faire. Enfin, au lieu de traîner dans les rues, il voulait qu'ils se rassemblent. C'était un homme de rassemblement. Et donc cette cité était faite pour ça. Et ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup frappée. La troisième chose, c'est le fait qu'associé à sa charité, il était très axé sur la vente de charité, et donc ma famille aussi y était très impliquée. Et donc, il faisait venir des tas de choses de Corrèze et etc., des paillons, des tas de choses pour la vente, et il stimulait énormément les gens de donner, de participer à cette vente de charité. Je crois que le mot charité est un mot-clé pour la Bégalie. Voilà. Moi, je peux vous dire que la Cité de la Jeunesse, c'est vrai, c'était une salle de basket, de sport, mais il a fait des spectacles aussi. J'ai vu Jacques Brel, il y avait Aznavour qui passait. Et aussi, il disait la messe parce qu'il y avait beaucoup de monde, et la chapelle et l'église Saint-Nazaire étaient trop étroite, trop petite. C'est la raison qu'il a donnée quand on lui a reproché de faire la messe dans un lieu qui n'était pas un lieu consacré. On peut le consacrer un lieu. Oui, bien sûr. Et ce qui fait qu'il disait la messe ici pour le Noël, pour Pâques, quand il y avait les grandes cérémonies, parce que l'église était pleine et on était dehors. Et deuxièmement, bien qu'il n'y avait pas droit, il était toujours l'été, il s'habillait comme le pape, il avait tout, il avait toujours exactement, il avait le nom m'a échappé, la soutane blanche. Il avait toujours la soutane blanche. Et il faisait des quêtes, il venait à maman au magasin, il disait ma petite mercière, qu'est-ce qu'elle a à me donner pour ma vente de charité, et il venait demander, enfin il ne se gênait pas. Et après, bon, c'est un peu grivois, mais il allait au bar en face et il racontait des blagues, il s'amusait avec les personnes, les sanariens, les pêcheurs qui étaient là. Mais enfin, c'était très convivial, il n'a jamais fait de... Il était très charitable, par exemple, il connaissait bien Paul Ricard. Et quand il y avait quelqu'un qui demandait qu'il n'y avait pas de travail, s'il arrivait à lui donner une place, à le faire, il a toujours été pour ça très charitable, très bien, s'est toujours sacrifié pour les autres, parce qu'après tout, tu n'es pas obligé de chercher des emplois pour ceux qui n'en avaient pas ou ceux qui étaient au chômage. Voilà ce que je retiens de la Bégalie. C'était un homme très convivial et très chaleureux, mais enfin il était aussi bon vivant. Bon vivant, c'est juste. Votre témoignage est très bien, madame, très juste, merci. Il ne faut pas oublier le curé Galli qui a créé une colonie de vacances avant la Cité de la Jeunesse. Vous m'avez beaucoup parlé, je vous en remercie. Pour tous les Sanariens. À Méronne, c'est bien ça. Et vous y êtes allé beaucoup. Oui. 3 ans de suite, c'est ça. Et il accueillait les enfants dont les parents avaient les moyens de payer quelque chose, et puis tous ceux qui n'avaient pas les moyens pouvaient changer d'air, aller un peu à la montagne. Et il y a beaucoup de souvenirs. Il recueillait aussi des enfants de mineurs du Gard, des enfants orphelins dont le père était mineur, était mort à la mine ou de maladie. Il les faisait monter avec des bonnes sœurs qui venaient aussi passer les vacances là-bas. Et ça, c'est des souvenirs de petite enfance de beaucoup de Sanariens. Oui, et des vôtres en particulier, vous me les avez légués, je vous en remercie encore, madame plaisir. À Méronne, j'ai rencontré, à Méronne, qui est un petit village de la Haute-Ubaye, je vous invite à y aller aussi, c'est très beau, c'est à la limite de l'Italie, ça aussi c'est parlant, ça c'est peut-être pas le hasard. Et à Méronne, j'ai rencontré des gens qui se souvenaient de la Bégalie et de ceux qu'il appelait, pardon, monsieur le maire, les petits Toulonnais. Enfin, bon, ils étaient un peu Toulonnais, mais ils étaient surtout Sanariens, enfin ils étaient barois en tout cas. Il regrettait ce temps parce que, bon, les colonies de vacances, ça a passé de mode, hein, ça doit exister sous d'autres formes, enfin celles que nous avons connues dans notre jeunesse, c'est tout à fait ça. Et là, il a été, là aussi, important, pionnier, payant de sa personne. Oui, merci madame Plaisir.
J'ai oublié de vous dire que pour les communions, pour les baptêmes, pour les trucs comme ça, ils ne supportaient pas que les mères de famille se fassent belles, changent de... Chaque fois qu'il y avait en messe, le premier jour, le matin, il y avait la grand-messe, il y avait la cérémonie pour l'après-midi, on tournait devant l'église. Et en chair, il a dit, vous êtes ici pour la communion de vos enfants et pas pour faire un défilé de mode. Il a dit en chair ça, hein. Il a dit parce que vous ne venez pas à l'église pour faire un défilé, il a dit en chair ça. Et après, dans les conditions comme ça, quand il faisait la quête, il le faisait avec un panier... une épuisette. Une épuisette pour pas qu'il y ait de pièces. Mesdames et messieurs, cari amici, un momento, nous avons bien connu, donc, grâce à vous, les moindres détails de la vie de ce prêtre sanarien qui a marqué Sanary, et nous sommes dans les locaux qu'il a fait construire. Nous sommes dans la cité de la jeunesse, et ça, je pense que c'est ce qui le caractérise. D'abord, c'est donner de l'espérance à ceux qui viennent après nous. Et ça, c'est remarquable. Je vous propose maintenant, si vous voulez bien, de passer un moment avec l'auteur, car Yves Stalloni va vous proposer ses ouvrages et sa signature au modeste prix de 19 €. Donc n'hésitez pas à venir d'abord feuilleter, voir la couverture, la première de couverture, voir un peu qu'est-ce qu'il a écrit, et venez discuter avec lui. Il est là jusqu'à minuit. Je vous remercie, mesdames et messieurs.